Sakasso, le cœur vibrant de la royauté baoulée en Côte d'Ivoire, a été le théâtre d'une effervescence exceptionnelle samedi dernier. Cette journée était consacrée à la présentation des vœux du Nouvel An des chefs de canton de la diaspora baoulée résidant en Côte d'Ivoire à leur roi, Sa Majesté Kwaku Djedeu. Cette rencontre symbolique a permis au peuple baoulé, et plus particulièrement à sa diaspora, de renouveler son attachement aux valeurs culturelles, traditionnelles et surtout spirituelles. Je souhaite bonne heureuse année 2026 à Sa Majesté Nana Kwaku Djedeu. J'ai pris Allah, le Seigneur et Dieu, Nyaswa Lago, de lui donner la sagesse de Salomon, de lui donner la richesse de Salomon, de lui donner la force nécessaire de pouvoir diriger le peuple baoulé. Sa Majesté Kwaku Djedeu a pour sa part accueilli avec bienveillance ces marques d'attention. Il a formulé des bénédictions à l'endroit des fils et filles de la diaspora en exhortant à demeurer des ambassadeurs des valeurs baoulées, à renforcer l'unité et surtout participer activement au rayonnement culturel et au progrès du peuple baoulé. Fils et filles résolus à maintenir la concorde, la solidarité et la paix. Partout où le peuple baoulé réside, nous avons décidé de notre pleine autorité royale de reconnaître et d'établir comme ambassadeur coutumier du royaume baoulé pour exercer son service coutumier au sein de la communauté. Le royaume baoulé, fondé au XVIIIe siècle par la reine Ablapoku, est un puissant état akan, situé au centre de la Côte d'Ivoire, avec pour capitale Sakasso. Aujourd'hui, cette société est organisée autour de 39 chefs de canton, placés sous l'autorité d'un roi. Nana Kwaku Djedeu, le 14e roi, a été intronisé en 2024. Bien que le royaume baoulé ait traversé une période difficile liée à des problèmes de succession, il demeure une force traditionnelle majeure. Cette cérémonie annuelle de présentation des vœux illustre la vitalité et l'importance du royaume baoulé dans le paysage culturel et politique de la Côte d'Ivoire. Les tisserands, gardiens de l'art du tissage, voient sa pratique traditionnelle s'effacer peu à peu. Les jeunes générations, attirées par des carrières perçues comme plus lucratives, se détournent de cet artisanat. De plus, le tissu produit de manière industrielle, notamment en Chine, inondant le marché avec des prix compétitifs, rendant ainsi difficile la survie des artisans locaux. Quand on a fini de rouler ça, on tisse. Quand on a fini de tisser, on va donner l'autre tailleur, on va coudre. Et après, on va vendre. Ouais, il y a des petits enfants qui travaillent là. C'est pas mon petit enfant. Mais il n'y a pas trop d'apprentis dedans. C'est à cause de ça, beaucoup de personnes ont découragé. Non, avant là, il y a beaucoup de travailleurs, il y a apprentis dedans. Avant là, vraiment, on est beaucoup. Mais maintenant là, ça diminue beaucoup, mais vraiment. Le bazar tissu de prestige nécessite l'intervention experte du maître répasseur pour relever ses motifs chatoyants. Cependant, comme pour les tisserands, cette expertise est de moins en moins transmise. Ça, tu vois, ça c'est l'artisanal. Tu vois, quand tu portes ça et puis après la couleur ne te plaise plus, tu peux aller donner aux femmes qui font l'artisanal. Ils vont mettre dans teinture, changer la couleur, un truc comme ça. C'est un truc simple. Puis d'ailleurs, quand tu as tendance, que tu vois que ça ne brille pas comme tu veux, tu peux donner à les gens qui font les tap-tap là, tu les vois en ville. Tu peux faire ça, c'est n'importe. Donc ça, c'est la particularité de ça. Ça, c'est les bazins. Ça vient déjà teinté en couleur, il y a toutes sortes de couleurs, toutes les différentes couleurs que vous voulez. Mais ça, c'est une seule fois. Quand vous le payez comme ça, la couleur reste. On ne peut pas changer. Et puis bon, même si vous remarquez que la brillance est en train de se diminuer, vous partez juste qu'on repasse, mais il n'y a pas à faire de teinture. La modernisation et la disponibilité des textiles bon marché compliquent davantage la situation. Face à ces défis, la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire propose-t-elle des solutions? Nous ne pensons pas qu'il y a des métiers qui sont en voie de disparition. L'appel que je lance, c'est de faire la promotion et d'inciter les Ivoiriens à consommer local, à s'intéresser aux habits traditionnels, à encourager les tisserands à travailler et à renforcer leurs capacités, à créer d'autres modèles qui peuvent attirer les acheteurs. Renforcer en termes
de teinture. Parce qu'il y a des fils qui déteignent et ça fait que souvent quand il y a des gens qui payent ces habits et que ça se déteint, ils sont découragés. Donc c'est de renforcer ces capacités-là pour pouvoir maintenir la couleur et faire des promotions, des expositions, des foires artisanales pour inciter toujours la population à aimer le tissage traditionnel, à aimer les peignes traditionnelles. Pour assurer la pérennité de ces métiers, il est crucial de créer un environnement favorable à leur développement. À l'occasion de la nouvelle année, l'Union des anciennes gloires du football de Bouaké, UAGFB, a organisé un déjeuner convivial le samedi 31 janvier 2026. Juste partager un repas de la nouvelle année ensemble, puisque nous avons notre rôle, la cohésion sociale. Donc c'est une manière de se rapprocher. C'est vrai qu'on se retrouve chaque fin du mois, mais manger ensemble, c'est très important pour nous. En 2026, on va faire beaucoup de choses. On va faire la deuxième édition que je vous félicite d'ailleurs parce que grâce à vous, on a été vu partout dans la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire. Ça c'était la première édition. Donc dans le mois d'août, après le tournoi de la Première Dame et puis le tournoi de la commune de Bouaké, on va entamer directement la deuxième édition. Une occasion pour l'association de réunir ses membres, ses partenaires et les dirigeants des clubs de football de Bouaké sur la même table. On est très heureux aujourd'hui de nous retrouver et de voir que c'est vrai que nous avons joué tous au football à Bouaké. Et c'est vrai que on a pris de l'âge, mais on se rend aussi compte que beaucoup sont encore en forme. Et c'est une joie. L'année dernière déjà, on a organisé un tournoi. On a été aussi appuyé par la fondation Sébastien Haller. On est venu avec l'UNICEF qui a mené des activités de sensibilisation et de dépistage de la malnutrition chez les enfants et chez les femmes. Le représentant du maire Amadou Koné a souligné l'importance de la cérémonie organisée par ceux qui ont contribué à la réputation de Bouaké. Les anciens gloires, c'est ceux qui ont marqué cette ville à travers donc le sport, particulièrement le football. Ceux qui ont fait les beaux jours de l'Alliance Club de Bouaké, qui ont fait les beaux jours de l'association sportive des clubs de Bouaké, AICB et autres. Pour nous, c'est des personnalités qu'il faut respecter. Parce qu'une ville mérite des icônes. Abou Traoré, l'ancien journaliste et ex-secrétaire général adjoint de la Fédération ivoirienne de football, a conclu en soulignant la nécessité de se réunir pour échanger des meilleurs vœux dans un contexte de plus en plus menacé par les maladies. Créé en mars 2023, l'UAGFB regroupe des figures emblématiques du football à Bouaké et en Côte d'Ivoire. Le quartier populaire de Djamroua à Bouaké, la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, s'est réveillé dans l'émoi et la consternation après l'agression mortelle à la machette d'un de ses habitants. Les événements tragiques remontent au dimanche 1er février 2026, lorsque le jeune Tchemoko Doumbouya, âgé seulement de 28 ans, a perdu la vie à la suite d'une violente agression survenue devant son domicile familial. Étant à la maison, au moment où il voulait sortir de la cour, il a aperçu un monsieur en train de pisser sur les niches de la cour. Il a interpellé le monsieur de ne pas pisser là. Dans sa situation, on ne sait pas quoi, il s'est mis à insulter la maman de Tchemoko. Il s'est approché au monsieur, lui demandant pourquoi tu insultes ma maman, et ça a dégénéré. Ils se sont touchés un peu. En même temps, les malfaiteurs se sont repliés, allaient s'armer des armes blanches venus contre Tchemoko. Ils étaient au nombre de 6 à 7 personnes. Alors, étant arrivés, ils n'ont rien cherché à comprendre et ils ont déclenché en même temps. Il y a quelques-uns qui se sont approchés, où ils sont victimes également. Et pendant que Tchemoko a été blessé sur la tête avec machette, il a un ami qui s'est approché. Lui également, il y a un autre qui est sorti derrière lui macheté sur la tête. Lui aussi, il est présentement là. Un témoin, le dernier ayant vu la victime en vie, le cœur lourd, explique ici les derniers instants. J'étais à la maison, la nuit même la chose s'est passée. C'est lui-même qui a été livré de venir ces jours-là. Il a fait sortir les chaises, il a dit aux enfants que dites à qui c'est ma vie, Tchemoko est là. Moi-même je suis sorti jusqu'à 23 heures comme ça. Il dit qu'il n'est pas trop en forme. Il va rentrer. Nous-mêmes, on ne remarque pas. Il va rentrer lui comme la femme vient d'accoucher. Il y a rien. Il faut rester. Il dit qu'il doit rentrer.
dit ça va y aller, voilà. Après 1h du matin, nous, on n'était pas encore rentré. Presque 1h du matin, on me rappelle qu'il faut aller ici. On vient au quartier ici. On l'a envoyé au CHU. Nous, on ne croyait pas. Jusqu'à aller au CHU. Lorsqu'on a dit, vraiment, peut-être qu'il y avait trop de personnes ce jour-là. C'est ce qui s'est passé derrière. Tchemoko Doumbouya laisse derrière lui une épouse dévastée, une mère en larmes. C'est mon premier fils. C'est ce que je veux. Je veux que mon fils, justice soit faite. Je veux que la justice de mon fils soit faite. Et prochainement, une autre femme qui ne va pas subir ce que j'ai subi. Je veux que ça s'arrête. Tout ce que je demande. Un père sans voix. Le 2 février 2026, je dormais entre minuit, entre 23h et minuit. Il y a une fille qui a crié avec mon nom. Tonton, tonton, sors, sors. Ils ont coupé Kémoura avec ma tête. Ils ont coupé Kémoura avec ma tête. C'est ainsi que je suis sorti. Dès que je suis sorti, je l'ai vu coucher là. Je dis que c'est parce que c'est pas. C'est là que les amis disent envoyez la clé de sa moto. Le temps d'aller chercher sa clé, il y a eu des volontaires qui l'ont pris avec moto pour aller au-dessus. Je quitte là, j'arrive au-dessus, la porte ne dit plus. Le médecin me dit que sa situation est grave, que vraiment il a rendu là. Mais c'est ici, tout a commencé. C'est dans des sites ici. Ça a commencé là-bas pour venir terminer ici. Voilà. Un quartier en colère qui exige justice. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette tragédie.